Donc on va parler de l'outil de valorisation de l'information scientifique et technique de l'UNC. C'est un travail qui a démarré il y a bien longtemps, mais qui se fait à un rythme assez tranquille. L'ambition de cet outil, c'est de conduire une démarche scientifique avec les données scientifiques qui sont produites. Dès lors qu'on parle d'information scientifique, très vite, les gens nous ramènent à la documentation scientifique. L'information scientifique a été captée par les bibliothécaires. Et dès lors qu'on parle d'information scientifique, c'est toujours des publications dont on parle. Or, dans beaucoup de domaines, les publications sont valorisées à travers des données qui sont produites. Et les données, en général, dans les articles, dans les publications, on n'en a qu'un petit aperçu, une espèce de synthèse de ce que les gens ont recueilli comme information. On voit assez rarement les données brutes à partir desquelles les synthèses ont été faites. Donc l'idée de ce projet, c'est d'arriver à capitaliser l'ensemble des données qui sont produites par les gens pour pouvoir faire des études rétrospectives, éventuellement initier des nouveaux projets avec des nouvelles données. Donc l'idée ici, c'est de valoriser déjà la production de données scientifiques. Je ne parle pas de publication, je parle vraiment des données, de recueil des données. Avant de venir ici, je pensais que c'était facile à faire. Maintenant que je suis ici, je vois que c'est un travail à part entière et que c'est pas facile de recueillir des données sur le long terme. Et puis après, faire connaître l'existence des données. Il n'est pas rare de voir plusieurs équipes à peu près prélever les mêmes informations parce qu'ils ignorent l'existence de ces données. Et puis favoriser des nouveaux projets avec la connaissance des informations qui existent là. Alors c'est un problème sérieux, la publication de ces données, parce que derrière il y a un enjeu scientifique. Il n'est pas rare de voir des gens ne pas vouloir communiquer les données parce qu'ils en ont besoin pour leur publication. Ils n'aiment pas trop que d'autres aient connaissance de ces données et les publient avant eux. Parce que déjà, récolter les données, c'est très compliqué à faire, alors que d'autres, assis tranquillement dans leur bureau, pourraient valoriser sans grand effort. Et donc l'idée de ce projet, c'est, dans un premier temps pour les données récentes, non pas divulguer les données, mais juste déclarer l'existence de ces données. Il existe dans le labo des données de telle ou telle nature. Ça serait, pour faire un parallèle avec la documentation, l'équivalent des préprints. Quelque part, on acte le fait qu'à un instant T, on a eu ces données-là, et si quelqu'un d'autre l'utilise pour le publier, on peut faire valoir le fait que ça a été déjà annoncé. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une histoire assez sérieuse pour les scientifiques. Et le deuxième aspect, c'est pour les données anciennes. Ça devrait faire partie du patrimoine de l'université ou des institutions. Et souvent, les scientifiques n'ont pas le temps de valoriser tout ça. Donc, ce projet, il a cette double fonction, faire savoir ce qui existe et bancairiser tout ce qui est possible de bancairiser. Donc, ça se fixe un peu le cadre. Alors, il y a les aspects technologiques qui vont rentrer là-dedans, mais on n'en parlera pas beaucoup, parce qu'il faut aller vite. Et donc, on va juste égrener quelques-unes des réalisations qui ont été faites dans le cadre de cet outil. Et c'est Guillaume, c'est pour ça que j'ai besoin de papier, c'est toi. Voilà, donc le premier exemple, voilà, c'est le portail géographique de l'université. Donc, c'est un outil qui permet en fait de bancariser, comme disait Touraman tout à l'heure, d'avoir un bel aperçu de toutes les données qui existent, notamment à l'UNC, puisque bien dans le cadre de recherches différentes, de nombreuses données sont produites. Donc, c'est intéressant de pouvoir les avoir, notamment ici, pouvoir les avoir à disposition dans le portail géographique. Donc, ce portail a pour vocation de capitaliser les données pour les présenter à tout le monde, et donc notamment par des thématiques différentes, des thématiques scientifiques. Et également, dans ce portail, il y a
d'autres institutions, puisqu'il n'y a pas que l'UNC qui produit des données, il y a de nombreux organismes de recherche et encore d'autres organismes qui ne sont pas forcément de recherche. Et donc, notamment ici, il y a l'exemple avec la DTSI. Et par ce portail, donc, il est possible de récupérer des données, enfin, pas forcément les récupérer, mais d'aller voir les données qui se trouvent ailleurs pour éventuellement les croiser avec des données qui existent dans les autres organismes. Et voilà donc un exemple de ce qui pouvait se faire, notamment avec la DTSI, où il y a donc des données en rapport avec la géomorphologie du récif, les différents types de récifs qui existent, les récifs frangeants ou autres, et qu'on pourrait donc justement croiser avec des données qui existent, notamment à l'UNC, peut-être en rapport avec l'érosion ou d'autres thématiques intéressantes. Ensuite, il y a également, donc on ne s'intéresse pas uniquement à la Nouvelle-Calédonie, mais également sur d'autres territoires. Par exemple, ici, il s'agit d'EFAT, donc c'est un autre exemple qui montre effectivement la collaboration qui peut exister entre les différents organismes. Donc notamment, ce genre de données a été produite par une collaboration, donc notamment avec la Vanuatu, l'IAD, l'université, l'UNC, et puis encore d'autres partenaires. Et donc, dans le cadre de ce projet, des potentielles zones ont été identifiées, notamment des zones à risque pour ce qui est de l'érosion des sols. Donc, ce travail a été un travail pluridisciplinaire, également pluri-institution, qui a permis donc justement de récolter des données, de pouvoir partager aussi ces données, de pouvoir également partager différents traitements dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme CRISP à l'époque. Et ensuite, il y a encore d'autres exemples. Alors là, il s'agit de deux applications qui concernent Wallis et Futuna. Donc le premier, c'est depuis de nombreuses années, l'UNC, donc surtout l'équipe de Michel Allenbach, a procédé à des relevés terrain pour étudier l'environnement physico-chimique, grosso modo la température de la mer et ou le pH de l'eau. C'est un travail qui a démarré en 2000, c'est ça Michel? À peu près, ouais. Depuis 2000, donc on a une série de données assez importantes sur Wallis concernant ces paramètres-là. L'autre exemple, c'est à Futuna. Depuis 2004, me semble-t-il, l'UNC suit encore une fois régulièrement l'évolution du trait de côte, surtout la vitesse du recul du trait de côte, pour essayer de comprendre s'il s'agit d'un recul dû au changement climatique ou à des phénomènes naturels, ou bien aux aménagements anthropiques. Donc c'est une vaste question sur laquelle il faut avoir des données historiques pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Ensuite, encore d'autres exemples, donc notamment avec le risque lié aux incendies. Alors, ici, c'est un exemple avec une date donnée. Ici, il s'agit du 18 décembre 2016, et donc qui montre les zones qui sont potentiellement à risque pour le départ de feu. Et donc là, c'était encore un projet, une fois de plus, pluridisciplinaire, pluri-institution, puisque, alors je vais les énumérer. Il y avait différents organismes, donc le CNRS, le CEREG, l'IRD, l'UNC, le CSIRO, l'IRSTEA, l'INRA, WWF, Météo France, la DTSI, DI3T, le CNI. Donc c'était vraiment un gros projet qui a réuni de nombreux organismes. Donc on comprend donc l'intérêt d'avoir quelque chose de commun entre ces organismes. Et l'intérêt de cette application, notamment, c'était de pouvoir disposer de données historiques, donc puisque il s'agissait donc d'applications donc qui remontent depuis l'année 2000. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on récupère les données journellement depuis Météo France pour créer ce genre de carte. Donc là ici on voit pour le 18 décembre, mais encore aujourd'hui on a encore aujourd'hui ça se fait. Donc c'est l'intérêt d'avoir justement un historique de ce modèle lié avec
la problématique du feu. Pour compléter ce qu'il dit, dans ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'une part les données qui sont un peu figées, d'autres qui sont dynamiques, qu'on reçoit tous les jours de Météo France, non, plus exactement, qu'on va chercher chez Météo France automatiquement. Donc ils nous laissent la possibilité d'aller chercher leurs données. Il y a un modèle mathématique à base de réseaux de neurones qui a été fait et programmé dans le langage R, qui est interfacé avec les interfaces graphiques. Et la difficulté d'en parler de ce projet-là, c'est que ça finit toujours par une carte sur le web. On a l'impression que ce sont des images qui circulent, alors que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont du point de vue mathématique intéressantes, et du point de vue informatique pour que tout ça, ça se mélange. Donc c'est deux aspects complètement différents. Bien, dernier exemple, je crois, c'est le dernier. Je me rappelle. Oui, c'est le dernier. Alors celui-là, c'est un assez gros projet, on peut dire, parce qu'il s'agit d'IFRECOR. Et là, on ne s'intéresse pas à un pays, enfin à un territoire, on s'intéresse à l'ensemble des territoires outre-mer de France, outre-mer tropicale. On a laissé tomber Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que visiblement c'est calme du point de vue coraux là-bas. Voilà, donc en collaboration avec l'ONERC, un certain nombre d'indicateurs ont été identifiés et on essaie de suivre ces indicateurs pour l'ensemble de l'outre-mer tropical. Et encore une fois, ça finit par des cartes sur le web, donc c'est un peu plus que ça. Et l'aspect intéressant dans ce projet, c'est la collaboration qu'on a avec un certain nombre de territoires. Par exemple, la Polynésie avec le CRIOB ont à peu près un système équivalent au nôtre, donc on parle à peu près le même langage. Et donc toutes les communications avec la Polynésie, le CRIOB, se fait quasiment tout seul, parce que et nous et eux, nous respectons des normes qui sont bien définies, et donc on n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. Donc l'intérêt informatique, si je laisse tomber les aspects mathématiques et des modèles et tout ça, l'intérêt informatique là-dedans, c'est de pouvoir puiser, pour peu que les gens ailleurs disposent des mêmes normes, de pouvoir aller puiser dans les différents entrepôts scientifiques qui existent, l'information qui nous est utile, probablement pour des applications qui n'ont même pas été imaginées. Voilà. Donc ça, c'est le... Ouais, parce que... Oui. Donc sur cet exemple-là, on va puiser donc au CRIOB, au CHOM, qui est le service hydrologique et océanographique de la marine. C'est des gens qu'on n'a jamais rencontrés, hein, nous, informaticiens. Donc on sait juste quels sont les protocoles qu'ils utilisent. Il suffit de le savoir pour pouvoir aller puiser. Et à force de puiser, on est quasiment arrivé à la fin. Et je vois un Inde qui arrive. Je te laisse finir. Voilà, donc là, on voulait montrer un autre exemple. Donc c'était la NOAA, un organisme donc justement qui est basé en Amérique, et donc on pouvait récupérer les données de là-bas très facilement, parce que justement eux aussi mettent en place des normes. Donc si jamais l'aspect informatique vous intéresse, il existe de nombreuses normes, hein, le W3C, l'OGC, l'OAI en rapport avec la documentation, etc. Mais tout ça, c'est une longue histoire et il nous faudrait plus que 10 minutes pour pouvoir en parler. Et donc pour le futur, ça sera certainement le big data. Donc non seulement parce que les données peuvent avoir été, elles peuvent s'accumuler également, comme ça peut être le cas sur le web, etc. Et avec bien sûr la structure de ces données avec le web sémantique et peut-être l'intelligence artificielle après. Les deux. Une demi-seconde. Si on imagine, je ne sais pas si ça va arriver, si on imagine que comme pour le web, des pages web, ça se démocratise et que tout le monde commence à avoir leur serveur avec des données avec les normes bien comprises, on va se retrouver devant le même phénomène qu'avec les pages web. On va avoir trop de données. Donc il va falloir réfléchir à comment gérer ça. Et une fois qu'on sait gérer ces données-là, il va falloir probablement, parce que l'aspect scientifique est important, de comprendre ce que veulent dire ces données-là.
Et du coup, on a besoin du web sémantique.